Bonjour et bienvenue pour ce ciné-débat pour l'association Look at the Screen. Je suis avec Clément, salut. Enchanté, je suis avec Axel. Enchanté, alors on va parler aujourd'hui des bandes-annonces de cinéma, donc toute forme, tout type, ce qui passe en général pour vendre un film. Et on a décidé de traiter ce sujet parce que ça va être d'actualité bientôt. Et ça pourrait être intéressant justement de voir en quoi l'industrie de la bande-annonce est aussi importante que l'industrie du film, mine de rien. Et donc on sera là pour essayer de décortiquer le bon du mauvais et surtout de voir un peu comment on peut en traiter aujourd'hui. Donc une bande-annonce, je pense que on a tous le cliché de la bande-annonce dans la tête, c'est bim bam boum, ça pète dans tous les sens, ça en met plein la figure, on a les écritures sur fond blanc avec en capital, de multicolores, vraiment on en prend plein les yeux, c'est la foire du trône, c'est le futuroscope. Et souvent avec une voix off très grave qui dit attention machin, qui présente les enjeux. C'est vraiment on voit plus rien. Je pense qu'on a les yeux exorbités ensuite après une bonne annonce. C'est souvent ce schéma-là qui nous présente. Ça va à l'essentiel, c'est que ça. Et on a l'impression de revoir un schéma qui est toujours le même et répété. Et c'est vrai que malheureusement, comme les bandes annonces sont assez catégorisées dans des genres et on pourrait presque dire aseptisées dans un certain sens. Comment vendre un film d'auteur? Comment faire une bande-annonce d'un Godard? Et c'est vrai que d'un côté, je les comprends de leur jeter la pierre parce que ça ne ressemble pas du tout au film, mais de l'autre côté, comment diffuser un tel film? Comment diffuser quelque chose qui paraît assez hors norme, surtout que ce soit des premiers films ou des films d'auteur? Un film d'auteur a quand même une fibre d'un auteur ou d'une autrice derrière, donc c'est important. Et tu as des acteurs, notamment Eric et Ramsey, et surtout Eric Judor, qui a été hyper influencé par Quentin Dupieux sur leur collaboration dans Steak. Steak qui est un exemple hyper frappant de la mauvaise bande-annonce. On est vraiment, à l'époque de Steak, on est vraiment sur la grosse popularité d'Eric et Ramsey, la Tour Montparnasse infernale, un succès phénoménal. Et ils font Steak, qui est réalisé par Quentin Dupieux, qui est à l'époque est plus connu pour sa musique, Mister Oiseau. Mister Oiseau, Flat Eric. Ouais. Et sur la bande-annonce, je vous invite à la voir. Si vous avez vu Steak, je vous invite à voir la bande-annonce de Steak. On a absolument tous les gags visuels de Steak, les gags où Eric se prend un truc sur la tête, les blagues sur le phrasé typique d'Eric et Ramsey. On était comme frère et sœur, Georges. On verra bien, c'est qui le chivard. Et on a surtout ce qui m'a fait rire en punchline, qui sera un vrai Shivers. En mode c'est oh là là, c'est le petit délire de l'été qui sera un vrai Shivers entre Eric et Ramsey. On pourra aller sur les plateaux télé d'Arthur, vous pourrez leur demander alors qui c'est le vrai Shivers entre vous deux. On est là pour rigoler. En fait, le film, je crois qu'il fait une bonne première semaine parce que Eric et Ramsey, parce que la bande-annonce a fait le travail. Et derrière, il fait 10 000 entrées sur la semaine d'après et au final, il doit pas faire plus de 300 000 entrées. Et en fait, tout le monde est hyper déçu. Pourquoi? Parce qu'en fait, Steak, c'est un film, c'est pas une comédie, Steak, même s'il y a des moments drôles. Steak, c'est un film de genre. Et les films de genre, ça commence à se populariser en France, mais à l'époque, c'était vraiment de niche, c'était underground. Dans Steak, il y a des plans hyper longs sur des personnages qui ne font rien. Il y a de la violence, on comprend pas ce qui se passe. Il y a la musique est stridente et dérangeante. On casse les piliers sur lesquels la bande-annonce nous avait installés. En fait, la bande-annonce a été faite pour tromper le public. Elle n'a pas été faite pour intriguer le public. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même récurrent, je trouve, dans les exemples, dans les trailers. Et on a l'impression que c'est difficile de faire une bande-annonce. C'est vrai que c'est pas facile de faire une bande-annonce, pourtant il y en a qui y arrivent. Comme on va avoir une vague de films qui vont sortir, et donc de bandes-annonces, il va falloir se démarquer, donc il va falloir être malin. Et en fait, il y a déjà eu des exemples de bandes-annonces malines qui donnaient à la fois l'envie d'aller voir le film sans dévoiler l'intrigue. Là, je pense au film Parasite. Alors moi, le film Parasite, c'est pas la bande-annonce qui m'a donné envie de la voir. C'était parce que je l'ai vu après. C'était l'affiche. Mais par rapport à la bande-annonce de Parasite, je la trouve très bien moi parce que on a, sans spoiler le film Parasite,
La bande-annonce nous raconte quelque chose qui se passe dans le film mais qui est très très léger et nous fait croire que ça va être l'histoire du film alors que je peux pas dire plus parce que ça serait spoiler le film Parasite, ce serait dommage, mais on nous borde tranquille, on borde le spectateur dans un lit hyper confortable, très mou, un nuage, c'est un nuage, on est dans un nuage dans la bande-annonce de Parasite. Et tout d'un coup, on nous met on nous pique avec un pic à brochette dans le nuage et on nous dit ah attention, il y a ça dans le film. Mais c'est très léger, mais ça, si je dis que ça nous pique vraiment la curiosité en fait. On dit ah, il y a un truc derrière, qui est intéressant et que j'ai envie de connaître et donc je vais aller voir le film. Toute la communication de Parasite était tournée autour de ne pas spoiler, et c'était super malin dans une époque qui avait connu la guerre qui a été Game of Thrones et les spoils, où le terme spoil était vraiment entré dans la langue française, même ta grand-mère et son chien connaissaient ce mot, parce que c'était quelque chose de beaucoup trop important, il fallait jamais spoiler. Et justement, faire toute la communication d'un film autour de ça, c'était lui donner l'aura qu'avaient ces grandes sagas, ces grands films, ces grandes séries de « c'est trop important, donc j'ai pas envie non plus de me spoiler, il faut que je le voie ». Et il y a carrément des bandes annonces qui, justement, font honneur au film. Je pense notamment à des bandes annonces qui sont très très bien faites. Je regardais la bande annonce de The Lighthouse, qui est un film qui est... On est encore dans le système auteur assez intriguant. Oui. Et justement, cette bande annonce est bien faite pour un film d'auteur. Là, on en a un parfait exemple où ça commence comme étant vendu comme un film très sombre, très glauque. On a presque l'impression d'être dans un film d'horreur au début de la bande-annonce. Et elle devient vite interrompue. La bande-annonce dure 1 minute 40 et ils mettent tout ça en 1 minute 40 et la bande-annonce est vite interrompue par un moment où les deux hommes dans le phare commencent à danser et à chanter ensemble. Mais directement, ce moment de quiétude est encore une fois interrompu pour laisser place à une horreur qui est plus celle de la peur de l'autre, mais quelque chose de beaucoup plus psychologique, où on se dit les deux hommes semblent être dans le même bateau. Et là, on comprend que ce film va nous parler de beaucoup de choses très différentes, qu'on va pas forcément tout comprendre, mais qu'on va se sentir mal. Là, c'est vraiment encore la promesse. On vous promet, enfin la bande-annonce nous dit, on vous promet que vous allez peut-être pas tout comprendre, mais c'est pas grave. En tout cas, vous allez être secoué. On est en train de sortir des exemples qui sont des films qui sont un petit peu plus du côté soit film de festival, soit film d'auteur. Mais il y a aussi des exemples qui sont très bons dans le film blockbuster de tous les jours. Je pense à l'exemple de Suicide Squad de la Snyder's Cut, où justement, Suicide Squad, long story short, il a été hypé comme étant le meilleur film de super-héros qui allait sortir. Ça n'a pas été le cas, il a été charcuté au montage. Ça a été très triste. Le réalisateur a détesté ce qu'il a vu. Il a dit « Ok, laissez-moi faire, je vais ressortir une version avec mon montage à moi, avec mes scènes à moi qui ont été coupées. » Et d'ailleurs, surtout, le personnage du Joker qui avait été surhypé et qu'on ne voit que 3 minutes 25 dans le film, il sera beaucoup plus présent. Donc les fans l'attendent avec impatience. Il sort une bande-annonce pour justement son montage à lui. Et on découvre que le Joker balance la phrase « We live in a society ». Really, Bruce? Honor? We live in a society. Qui est un fabuleux mème d'internet qui est justement là pour se moquer du Joker depuis des années et surtout pour se moquer des fans du Joker. Donc en fait, là, il a été assez malin, le réalisateur, pour faire une bande-annonce qui se joue de son propre personnage et qui se moque allègrement du personnage du Joker qui a été beaucoup trop moqué parce qu'on s'attendait à ce qu'il soit un super Joker qui soit la suite spirituelle de Heath Ledger. Et justement, ce qui a été assez fin, c'est que cette phrase « We live in a society » n'apparaît pas dans le film. Ils l'ont tournée uniquement pour la bande-annonce. Et ça, c'est vraiment, ça prouve de leur volonté de jouer avec le spectateur et qu'ils ont compris les retombées qu'il y avait une mauvaise communication, une communication mal faite autour d'un film. Ils ont appris de leur erreur sur le premier Suicide Squad qui était vraiment un beau fiasco, on peut dire, un beau flop. Et ouais, non, c'est vraiment bien joué parce que il a eu raison, en fait, tout le monde en avait parlé et tout le monde a dit ouais, il dit ça le Joker, mais il sait, il le sait et il avait anticipé qu'on dise ça et c'est bien joué. Et ça avait ce que je trouve super malin, c'est que ça avait 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire dans le sens où
Il y avait à la fois, ça minimisait le rôle du Joker dans le sens, oh là là, il est super sérieux, il est badass et tout. Donc on se disait, ok, le Joker est dans We Live in Society, donc waouh, il est là le gars, alors qu'en fait, dans le film, ça va, Oui, oui. il est mieux que ce qu'on imaginait. Et de l'autre côté, bah, ça fait un peu un pied de nez à tous ceux qui se moquaient de lui, parce que bah, beaucoup de gens sont allés voir le film juste pour avoir cette phrase, pour voir ce ridicule en se disant ah, je vais pouvoir bien en payer une bonne tranche. Voilà, là on a le ridicule. Et au final, ça a marché. Oui, bah oui. En fait, l'important dans une bande-annonce, c'est de faire comprendre ce à quoi va ressembler le film. C'est pas on vous raconte l'amorce, on vous raconte le pitch. C'est en fait, vous allez, quand vous allez poser vos fesses sur le siège, c'est pour voir un film qui va vous procurer ces expériences-là. On va traiter un peu de ces thèmes-là et tout, comme dans la bande-annonce de Get Out où on comprend bien que ça va parler du racisme et que ça va faire peur. C'est les deux informations principales du film et il le vend bien. Sauf, je trouve, alors déjà il y a un truc qui est un peu agaçant avec les bandes-annonces de Get Out. C'est pas le seul exemple, c'est que t'as toujours Trailer 1, Trailer 2, Trailer 3, Trailer Asia, Trailer America, Trailer France, Suède. Bah, faites-en une seule, ça sera très bien. Et les trailers qui sont très nombreux pour un même film, parfois ça fait du mal au film lui-même. Et j'ai un très bon exemple qui est La vie rêvée de Walter Mitty, le remake de 2013 fait par Ben Stiller, réalisé par lui d'ailleurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que le tout premier trailer du film, il est excellent. Il est vraiment, c'est une musique de Of Monsters and Men, avec juste des images qui sont très belles, parce que le film La vie rêvée de Walter Mitty, c'est autour de justement ce personnage qui, au début, fantasme sur une vie qui serait la sienne, où il s'imagine gravir le mont Everest, etc. Et il y a beaucoup de fantastique dans l'image, et c'est magnifique, c'est des plans qui sont très léchés, avec des dézooms, et on passe de la vie réelle à la vie rêvée d'un coup comme ça, avec juste une musique, pas de dialogue, tout simple, pas de babdamouts. Et justement, c'est quelque chose qui était très proche au film, très propre au film, justement, de suivre l'histoire de ce personnage, son aventure. On ne sait pas si elle est réelle ou non pendant la bande-annonce, on ne sait pas s'il va y aller ou pas. D'où le nom du film. D'où le nom du film, et justement, ça garde à la fois cette part de mystère, et on a ce personnage qui est très effacé, et on le comprend parce que la bande-annonce n'a pas de dialogue, il n'a pas de dialogue à dire, il n'a rien à dire, et on voit juste ses collègues qui l'embêtent, on le voit avoir un crush sur quelqu'un, etc. Et la bande-annonce, elle est très épurée, très léchée. Ce qui, à contrario, les trailers suivants viennent rompre directement ça, et sont là à nous en dire trop, à nous vendre le film de la mauvaise manière. Et c'est là où, effectivement, les trailers à multiples reprises, ça fait du mal. On parle des bandes annonces, mais c'est vrai que les bandes annonces, parfois, sont pas toutes seules et sont là pour appuyer quelque chose d'autre que le film lui-même, mais parfois se servent d'autres choses pour appuyer ce qu'elles disent. Je pense par exemple à la bande-annonce qui date un peu, mais la bande-annonce de Toy Story 1 de 1995. Je parlais justement des films Disney qui utilisent toujours des musiques de leur temps, etc. Et bien Toy Story, c'est un film Disney, mais Disney Pixar, et c'est le premier long métrage de Pixar qui, accolé à Disney, sortent pour une première fois un véritable film en long métrage et en 3D. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une musique aussi qui pouvait coller à toute la bande-annonce, mais plutôt qu'en prendre une de leur temps, ils ont pris une plus ancienne qui est The Boys Are Back in Town de Finlayson. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait ce choix c'est une blague. et moi j'adore ça, parce qu'en fait... J'adore rire. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me passionne. Mais avant tout, en fait, sur les affiches, sur les trailers du film Toy Story, la tagline, c'est-à-dire la petite phrase qui vend le film, c'est « The toys are back in town ». Parce que les jouets sont de retour, comme on l'a par chez nous, ce qui est charcuté, ce qui est horrible. Et c'est ça, et en fait, c'est à la fois une blague sur la musique The Boys Are Back in Town, et en même temps, c'est une référence à ce sentiment d'enfance qui est de retour et qui reprend vie encore une fois. Parce que peut-être qu'on a arrêté de jouer avec nos jouets, mais nos jouets sont là pour jouer avec nos sentiments cette fois-ci. C'est The Toys Are Back in Town, et c'est vraiment fabuleux, je trouve, ce choix. Et d'avoir mis cette musique de Finlayson qui était assez vieille à l'époque, assez vieille, elle avait presque 15 ans je crois, donc c'était pas sorti de nulle part, c'était un choix délibéré.
Et c'est ça que j'aime beaucoup Ouais, dans cette bande-annonce de Toy Story. Oui, ils sont allés vraiment la chercher spécifiquement, cette musique, pour, Exactement. comme quoi c'était pensé. C'était pour la blague, et ce que j'aime, c'est, en plus c'est une bonne musique, c'est punchy, ça donne envie, et puis ça colle bien à Toy Story. Ah, c'est sûr que la tagline est mieux que qui sera le meilleur Shivers, ça c'est certain, Clairement. pour recouper. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça de... Bon, alors ça c'était très minime, j'ai envie de dire, pour parler des affiches, mais je pense notamment à la bande-annonce de Deadpool. I'm touching myself tonight. Le premier Deadpool, dont ils avaient énormément joué, parce que quand il allait sortir plus tôt, Deadpool c'était un film qui était très attendu, c'était le premier film de super-héros, pas très héros, qui était moins de 18 ans, donc tout le monde les attendait en tournant, qu'est-ce qu'ils allaient faire. Le personnage de Deadpool, c'est un personnage qu'on considérait presque inadapté pour le cinéma et inadaptable, parce que justement il brise sans cesse le quatrième mur, sauf que dans un film on a besoin du quatrième mur, on peut pas le briser tout le temps, sinon sur, on raconte plus sur rien. un comic surtout, c'est pas du tout le même format, donc c'est très difficile. Exactement, et c'est vrai qu'ils avaient réussi à transcender le comics comme médium pour faire le personnage de Deadpool, mais l'adapter au cinéma, ça paraissait presque impossible. Et justement, ils ont pris la chose à contre-pied, ils ont pris les détracteurs qui pensaient que ça allait être trop violent pour les enfants, et les grands enfants qui pensaient que ça allait être trop édulcoré pour eux. Et en fait, ils ont décidé de sortir le film près de la Saint-Valentin, et ils avaient fait toute une bande-annonce autour en disant que c'était le film c'était la comédie romantique de l'année, sortie pour la Saint-Valentin. Ils avaient sorti une bande-annonce exprès, remontée uniquement avec les scènes d'amour pour faire croire que c'était une comédie romantique. Et même les affiches, c'était des affiches tout en long avec le couple qui s'embrasse, fond rose, avec écrit la comédie romantique de l'année. Et tout était pensé pour justement pas brouiller les pistes, mais pour se jouer de tous ces détracteurs. Sur Deadpool, faut s'en rappeler quand même, à l'époque, c'était le film dont tout le monde parlait. Ouais. C'était presque avant ou après Logan, je sais plus, mais c'était dans le même sens, c'était le film qui faisait le plus parler et tout le monde l'attendait. Oui, non, mais c'est vraiment un héros qui est troisième degré, vraiment. Et le marketing a aussi été du troisième degré, ce qui fait qu'ils étaient tous, ils tiraient tous dans le même sens, et ça a mis tout le monde d'accord, et ils se sont dit, ok, ils ont compris Deadpool. Non, mais c'est exactement ça. C'est gagné. C'est parce que Deadpool, il est cynique, il est outrageant et justement il surprend, et ils ont fait une communication qui était comme lui, cynique, outrageante et surprenante. Parce que effectivement, c'est ni une comédie, c'est 100 watts, c'est ni romantique, c'est ni non plus trop trash, c'est ni non plus pas assez trash. C'est Deadpool comme il est, et ils sont vraiment axés autour du personnage. Jusque dans le titre du film, c'est ni plus ni moins que Deadpool. C'est possible de faire du marketing et donc de la bande-annonce en étant créatif. Faut juste se creuser un petit peu la tête, mais c'est toujours agréable de se creuser la tête, moi je trouve, parce que ça permet de se démarquer et de sortir de la masse. Et j'espère que ce temps d'attente je sais pas, c'est 10 mois, 8 mois, ça fait longtemps en tout cas, mais a permis aux gens de faire une petite introspection et de pourquoi pas réfléchir là-dessus et de nous proposer des choses originales. C'est ça. Pour nous attirer dans les salles. Et pour les personnes qui refusaient de voir des bandes annonces, peut-être que ça fait une petite introspection pour se dire pourquoi pas en regarder maintenant. Ça pourrait être sympa, il y en a des très bonnes. Regardez celle de Scott Pilgrim, regardez celle de The Handmaid, regardez celle de Zootopie, encore une fois. Il y a beaucoup de très bonnes bandes annonces qui font bien leur taf et qui méritent d'être vues. En tout cas, merci d'avoir tout écouté, merci d'avoir tout regardé. Tout à fait, et puis portez-vous bien avant tout, et prenez soin de tout ce qu'il y a autour de vous. Ciao.